Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ces enregistrements, ces rencontres que nous sommes ravis de vous présenter chaque jour sur la Foire de Marseille, chaque jour dans l'espace Ville de Marseille, puisque cette année nous parlons de la Marseille sportive, Marseille, capitale européenne du sport en 2017. Le thème du jour, nous allons parler de sport. Le sport, vecteur de lien social et de partage. Nous aurons le plaisir de recevoir donc Sylvie Carrega. Vous êtes adjointe au maire, déléguée à l'action sociale aux centres sociaux et aux maisons pour tous. Bonjour. Bonjour. Nous recevrons également Catherine Giner, adjointe au maire, déléguée à la famille et à la politique en faveur des seniors. Bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, on présente Jean-Louis Moreau. Vous êtes le président du SMUC. Alors le SMUC, c'est le Stade Marseillais Université Club. Bonjour. Bonjour. Nous passerons également la parole pour ces rencontres à Gérard Artero. Vous êtes le secrétaire général de l'OM Athlétisme. On parlera sport et réinsertion également avec vous. Et puis, bonjour et bonsoir, bonjour. Nous parlerons également de sport et de réinsertion à travers le sport, le rugby à 13, Marseille 13, en compagnie de Stéphane Pugioni. Bonjour. Oui, bonjour. Et puis nous recevrons également sur le plateau le professeur Jean-Jacques Temprano. Alors vous êtes un spécialiste des sciences du mouvement et nous parlerons avec vous du sport et des seniors. Merci. Bonsoir. Alors pour démarrer ces rencontres, je voudrais passer la parole à Sylvie Carrega. Le sport, vecteur de lien social et de partage, c'est l'une des illustrations du mieux vivre ensemble qui est cher à Jean-Claude Gaudin. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre délégation ? Bien sûr. Alors bonsoir messieurs, dames. Écoutez, j'ai la chance de pouvoir m'occuper grâce à Jean-Claude Gaudin de effectivement tous les centres sociaux des maisons pour tous de la ville de Marseille qui sont au nombre de 65. Et je suis également vice-présidente du CCAS, donc du Centre communal d'action sociale. Donc, pourquoi le sport vecteur de lien social ? Eh bien, écoutez, tout simplement parce qu'il représente 3 enjeux majeurs. Donc, un enjeu social, bien sûr, un enjeu éducatif et un enjeu culturel. Effectivement, dans les établissements donc, de la ville de Marseille, donc dans les centres sociaux et les maisons pour tous, nous avons une politique non seulement de cohésion sociale, bien entendu, pour reprendre la formule chère à notre maire Jean-Claude Gaudin, pour ne laisser jamais personne au bord du chemin. Nous avons une politique donc de cohésion sociale et de lien social que nous développons dans tous nos équipements. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, le sport est un vecteur de lien social parce que dans les équipements, nous favorisons l'accès au sport pour tous. Il n'y a pas donc d'inégalité, tout le monde peut accéder à ces structures. Et puis nous favorisons également donc le sport en demandant à ce que nous ayons dans nos structures des personnes diplômées qui puissent donc donner ces cours à toutes les Marseillaises et les Marseillais. Et également, nous favorisons dans la construction des structures sociales, quand nous construisons un centre social, puisque la ville de Marseille est le seul porteur de projets de ce type, nous consacrons énormément de mètres carrés pour la pratique de ces sports, que ce soit des dojos, que ce soit des salles multi-activités, où donc nous accueillons bien entendu tous les publics de Marseille pour l'accès au sport pour tous, ce qui est très important. Je voudrais revenir sur les jeunes également. Le sport, un moyen de leur inculquer les valeurs citoyennes ? Bien sûr, un moyen de leur inculquer les valeurs citoyennes, puisque quand ils apprennent, quand ils font l'apprentissage du fair play, quand ils apprennent les règles sportives, je pense quand même qu'ils apprennent également, c'est un vecteur de lien social et de cohésion sociale, et je pense que c'est quand même ces jeunes-là qui seront donc dans la cité de demain et qui seront l'exemple même que l'on
peut donner à tous les jeunes d'aujourd'hui. Alors, on parle des jeunes, on va parler des étudiants, puisque nous avons avec nous Jean-Louis Moreau, donc président du SMUC. Justement, quel est le lien entre le SMUC et justement les liens sociaux et ces valeurs que vous partagez avec les jeunes? Alors, bon, le SMUC, c'est un club important par son nombre déjà, parce qu'on a plus de 5500 membres. On va rappeler le SMUC, c'est le Stade Marseillais Université Club. Voilà. Et évidemment que quand on a cette taille-là, il est important et nécessaire que le sport joue son rôle de service public et intègre au sein des équipes de football, de rugby, etc. Toute personne, et je pense que c'est très important et c'est une fonction que modestement on essaie de porter. Pour ça, je laisserai, et je salue mon collègue de Marseille 13, parce que... Peut-être tu passes le micro, oui. Mais je vous lui donnerai, si vous permettez la parole après, je vais développer mon truc. Mais ils font un travail remarquable. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont chez lui. Et est-ce qu'il y a des passerelles entre justement les alors, différents entre la clubs fac et Marseille 13, oui, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont chez lui. Et après, on sait en fait ce qui se passe chez les uns, chez les autres, et on essaie de s'imprégner des bonnes pratiques qui sont faites chez les uns, chez les autres, et souvent c'est relayé d'ailleurs par les instances politiques. Moi, ce que je voulais dire à propos du SMUC, c'est que je suis pas venu seul parce que j'ai peur quand je suis tout seul. Je suis venu avec Stanislas Jean-Solin, qui est responsable du sport santé au SMUC, et avec Isabelle Petit, qui, elle, va être professionnelle, elle rentre au club pour développer le sport, les pratiques physiques pour les personnes fragilisées. Pourquoi ? Parce que je me tourne vers Catherine. Moi, j'ai des tout-petits qui viennent, dès 2 ans, il y a des tout-petits qui viennent, mais les grands-parents ou les arrière-grands-parents accompagnent ces gens. Et ces gens-là, ils sont peut-être pas obligés de rester là, à regarder leurs petits au grillage. On peut peut-être inventer une pratique physique qui participe au bien-être de la personne, sur le plan social, sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique. Et là, le lien est tout fait vers mon collègue Jean-Jacques Tamprado, qui lui travaille, fait de la recherche pour améliorer le bien-être des personnes par la pratique physique. Donc voilà, modestement, le SMUC, nous, on est à cheval entre la recherche que fait Jean-Jacques, le travail qui est mis en place par Stan Jean-Solin avec son bras armé qui est Isabelle Petit, pour permettre à toute personne fragilisée, du handicapé moteur à la personne qui vient de se faire les croisés du genou, ou à la personne qui est en train de faire sa chimiothérapie, de faire une pratique qui la laisse en lien avec les petits, les grands, et qui lui permettent d'améliorer son bien vivre, son bien-être. Voilà. Quelles sont les différentes pratiques que les personnes peuvent faire chez vous, par exemple, au SMUC ? Alors d'abord, les 15 disciplines sportives qui sont pratiquées au SMUC régulièrement. Mais après, on va aller si vous voulez, du basket assoupli pour le basket fauteuil, donc un basket qui est différent. Mais avec Jean-Jacques, on réfléchit à des pratiques qui sont tout à fait nouvelles et qui vont être mises en place de manière à faire récupérer l'équilibre à la personne qui s'est fait poser une prothèse de hanche, etc. Voilà, etc. vous continuez à rechercher pour innover et pour trouver de nouvelles pratiques également. Voilà, et ces pratiques, elles nous appartiennent pas. Une fois que Jean-Jacques a travaillé dessus, une fois qu'Isabelle les aura mises en pratique, ben on les prête, on les donne à nos amis de l'ASCO, de Marseille 13, de la SPTT, parce que, encore une fois, un club, c'est un service au public. Et on se doit ça. Et bon, c'est très sympa aussi d'avoir un club dans lequel il y a le grand-père qui pratique et la petite fille ou inversement. Voilà. Et c'est également un des vecteurs les plus importants du sport, qui est vraiment le partage. Et c'est vrai que le sport peut se pratiquer aussi bien pour faire de la compétition, mais également en famille pour partager des activités. Je voudrais moi rebondir avec Stéphane Pugioni je crois que vous avez vous avez un micro. Donc pour parler justement de Marseille 13 à venir. Tout d'abord, si on peut présenter aux téléspectateurs et aux spectateurs votre association. Oui, bien sûr. Alors, votre bonjour. club. Alors Marseille 13, c'est un petit peu l'antithèse du SMUC, c'est-à-dire c'est un petit club. On est environ 250 adhérents.
sur Marseille 13. Ce qui est pas mal quand même, 250 adhérents. Ce qui est pas mal quand même, oui, mais enfin, bon, on n'est pas 5000, mais on n'est pas non plus multisport, donc bon. Nous, on travaille en zone sensible, on est situé dans le 15e, le siège du club est situé dans le 15e, donc on travaille un petit peu sur la moitié nord, on va dire, de Marseille. Donc 1er, 2e, 3e arrondissement, 14, 15, 16. Et on a la chance d'avoir aussi, pour justifier la mixité sociale, un petit peu des enfants qui viennent des autres arrondissements où, en tout cas, les problèmes sont moins évidents au niveau des jeunes. Donc on travaille un petit peu dans ce sens-là, on prend des jeunes le plus tôt possible et on essaye de les amener vers une pratique compétitive, on va dire, du rugby à 13, ce qu'on arrive à faire en ayant un petit peu des résultats, en tout cas avec les filles et sur l'échange avec le SMUC. Ça a été on a obtenu un titre de champion de France. Et ça a été le cas, justement, vous parlez des jeunes que vous ramenez justement chez vous, parce que vous bénéficiez, il y a des jeunes qui ont bénéficié de programmes de réinsertion au sein de votre club, notamment une jeune championne de rugby, je crois. Alors, nous, on ne peut pas parler proprement dit de programme de réinsertion. Nous, on travaille avec l'humain. Donc, on pose les bases par le rugby à 13, qui est un sport qui correspond, je dirais, un petit peu à ce qu'on pourrait demander à des jeunes qui sont en situation difficile chez eux, c'est-à-dire de la rigueur, de la discipline, mais aussi le droit à l'erreur. Puisqu'à 13, quand on est plaqué, on garde son ballon, on n'est pas sanctionné. Donc effectivement, ça laisse une chance immédiate sur le terrain de repartir dans le bon sens. Est-ce que le sport donc c'est cette pratique qui nous amène un petit peu, en tout cas qui nous persuade que c'est le bon outil pour travailler en zone sensible, en tout cas. Est-ce que le sport est un moyen de lutter contre la délinquance ? C'est un moyen de lutter contre la délinquance, et c'est un moyen de lutter contre l'ignorance aussi, contre les idées reçues, contre beaucoup de choses, à condition que l'enseignement soit donné dans cet esprit et que de temps en temps on oublie un petit peu la compétition pour se consacrer un petit peu aux gens et aux jeunes notamment. Et justement, on parlait de la lutte contre la délinquance. Je vais redonner la parole à Sylvie Carrega pour justement présenter les centres de loisirs jeunes en partenariat avec la police nationale. Oui, enfin il y en a un. C'est le centre, donc la Maison pour tous du Prophète, effectivement, puisque vous savez donc que sur l'ensemble des équipements sociaux de la ville de Marseille, nous avons des centres sociaux et des maisons pour tous. Et les maisons pour tous sont en délégation de service public. Donc, cette Maison pour tous des Prophètes, nous avons passé un partenariat avec la police nationale et donc nous accueillons des jeunes des centres sociaux de toute la ville et également quelques écoles où ils donc, pendant les mois de juin, juillet et août, ils peuvent pratiquer, bien entendu, des activités sportives et aquatiques, puisque c'est quand même sur la plage du Prophète, mais également le partenariat avec la police nationale est très important, puisqu'ils sont encadrés par des fonctionnaires de police et par des agents de sécurité. Comment ils prennent ça, les jeunes ? Justement. Très très bien, justement. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment un lien énorme qu'il se fait, puisqu'en fait, ils discutent tout au long de la journée des problèmes non seulement de drogue, d'alcoolisme, de raquettes, de délinquance, et on leur projette des films, et après, il y a des débats interactifs avec les jeunes et la police. Et je peux vous dire que pendant que les jeunes sont au Prophète, ils ne sont pas ailleurs et c'est un moyen de lutte énorme contre la délinquance. Alors on parle de lutte contre la délinquance à travers le sport. C'est aussi une des pratiques à l'OM Athlétisme, Gérard Artero, puisque vous travaillez notamment donc, au sein de l'établissement pénitentiaire de Marseille. Entre autres. Si vous permettez de rectifier, Bien sûr. non, je ne travaille pas au sein de l'établissement pénitentiaire, au centre de détention des jeunes de la Valentine. D'accord. Ce qui nous a amené à avoir des relations avec ce centre de détention pour mineurs, je précise bien, c'est que nous avons donc parmi nos athlètes dans le club une personne, un athlète, un bon athlète d'ailleurs, qui est par ailleurs qui est prêtre aumônier dans cet établissement. Et il y a 5 ans, donc il nous avait demandé de relever le challenge de pouvoir
rentrer, nous, en tant que techniciens du sport, sur le centre de détention afin de... tous mes collègues ici présents l'ont dit, le sport est vecteur d'insertion, de réinsertion, d'intégration, etc., les grandes valeurs du sport. Et donc, d'intégrer le centre de détention pour mener des animations sportives auprès des jeunes détenus. Alors, parmi eux, ça regroupe une 50aine de jeunes. Ils ne sont pas obligés de participer à ces animations. C'est volontaire. Il y a une démarche sur la base de volontariat. Volontaire, voilà, tout à fait. Alors, spontanément, disons que la plupart des jeunes qui ont été sollicités ont répondu présent. Et donc, depuis 5 ans, nous avons... pendant les vacances scolaires, je dirais, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même, que j'ignorais totalement, le fonctionnement d'un centre de détention dans son intégralité, c'est que ces jeunes détenus, pour certains qui sont détenus pour des faits très graves, moi-même, je l'ai découvert, j'ai eu l'occasion de visiter le centre avec les responsables 2 fois. Je suis ressorti, je ne vous cache pas, assez bouleversé par tout ce que j'ai vu, tout ce qui m'entourait. Mais bon, il faut savoir que dans le centre de détention, il y a tout un univers carcéral, il faut le dire, hein, le mot est un peu lourd, mais c'est ça. Mais il existe. Et donc, il existe, oui. Et donc, ces jeunes-là suivent des cours toute la journée. Il faut savoir ce sont des jeunes qui vont de 13 ans et demi. Jusqu'à 16 ans. Hein, jusqu'à 16 ans, 17 ans. Il y en a qui ont 17 ans. C'est très jeune encore. Voilà. Et donc, ces jeunes-là, donc, on essaye de leur... je parle du centre de détention, de les rééduquer, de les scolariser, parce que la plupart n'ont jamais été scolarisés. Vous imaginez bien que s'ils se trouvent là, c'est que ce sont des jeunes qui ont perdu tous leurs repères, les simples repères de la vie du quotidien. Et donc, nous, notre rôle, c'est un peu... C'est extrêmement difficile parce qu'on a affaire à une population qui est totalement, je le disais, dépourvue de tout repère. Donc, par le biais du sport, déjà, ça leur accorde quelques moments de détente dans cet univers carcéral. Et donc, nous essayons un peu de leur réinculquer quelques valeurs essentielles. Alors, il est clair que c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan. Mais comme on dit, une goutte plus une goutte. Voilà, plus une exactement, goutte, tout à fait. Et sur cette 50aine de garçons, nous intervenons depuis 5 ans. Et je dirais qu'il y en a la quasi-totalité qui revient chaque année. Alors, ces activités, je précise, oui, bien sûr, se déroulent pendant les vacances scolaires, puisqu'eux-mêmes sont scolarisés au centre de détention. Ça se déroule au centre de détention ? Dans le centre de détention, absolument. Donc, on nous a mis à disposition un espace. Et puis, nous, en tant que club, nous y amenons du matériel pédagogique. Comment vous voyez leur évolution pour ceux qui participent déjà depuis plusieurs fois ? Vous savez, ça a fait, même nous au sein du club, ça a fait l'objet d'un long débat avant de venir porter ces animations dans le centre de détention. Certains étaient persuadés que ça servait à rien. Moi, je faisais partie de ceux qui pensent que ça peut apporter une pierre à l'édifice, et je le pense toujours, de plus en plus d'ailleurs. Et c'est vrai que pour venir, c'est pas facile. Il a fallu trouver, nous déjà au sein du club, des cadres techniques qui avaient le profil pour encadrer ces activités. Nous avons des entraîneurs qui encadrent des sportifs comme on en voit dans tous les clubs et dans tous les sports. Ouais. Mais il fallait trouver donc en trouver au moins 2. Qui allait encadrer ces profils. Voilà, avoir un profil particulier. Bon, le résultat, écoutez, les jeunes, déjà, ils reviennent chaque année parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même détenus pour quelques années. On se dit toujours que s'il y en a un qui arrive, peut-être le jour où il va sortir du centre de détention et qu'il fera un petit peu de sport pour se rappeler un peu certaines valeurs, ça sera toujours positif pour nous. Voilà, c'est une belle action en tout cas qui est menée au sein du club OM Athlétisme. Merci pour ce témoignage. Alors on a parlé du sport au sein des jeunes, un sport aussi moyen d'insertion ou de réinsertion. Le sport pour tous, c'est aussi le sport pour les seniors.
Voilà, le sport très très important de s'entretenir, également comme vecteur social, mais également pour entretenir la forme. Et je voudrais donner la parole à Catherine Giner pour que vous nous parliez justement de la politique en faveur des seniors. Oui, bonsoir à tous. Alors pour ce mandat, effectivement, le maire de Marseille m'a confié la délégation de la famille et de la politique en faveur des seniors, et je l'en remercie. Et il se trouve que le maire souhaite mener une politique forte en faveur des seniors et notamment en faveur de la prévention des problèmes dus au grand âge. Donc il se trouve que le mandat précédent, le maire m'avait confié la délégation de l'ESR, donc de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est vrai qu'il y a une certaine continuité entre toutes les délégations. Et en ce qui concerne mon expérience, dans l'ancienne délégation, nous avons travaillé avec Aix-Marseille Université, donc avec Jean-Jacques Temprado qui est là, et pour justement aider Aix-Marseille Université à faire de la recherche sur le vieillissement, sur les gérontechnologies et sur le bien vieillir. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a l'intuition. On sent tous bien que le sport, c'est bon à tout âge. Et puis, il y a la pratique. Là, en ce qui concerne les personnes, les seniors, il faut les pousser à pratiquer encore du sport. Il faut leur proposer des sports adaptés. Il faut leur proposer... alors, dans nos maisons, effectivement, il y a par exemple des balles, parce qu'on parle de sport, mais la danse aussi est un sport. D'ailleurs, après, vous pourrez aller danser juste à côté, hein, parce qu'on danse sur le stand d'Arménie. Hein. Et puis, il y a effectivement aussi la théorie. Et pour la théorie, c'est donc la validation scientifique qu'on mène en partenariat avec l'université. Alors, puisqu'on parle de l'université, je voudrais également m'adresser au professeur Temprado. Justement, donc vous êtes entre autres auteur d'une étude sur les effets du sport sur le vieillissement. J'aimerais que vous nous parliez, que vous parliez notamment à l'assistance de l'intérêt du sport chez les seniors. Oui, alors donc, ce qu'il faut dire, c'est que le sport, on le voit, c'est une pratique sociale, mais c'est aussi un vecteur puissant de prévention santé, et notamment de prévention des effets du vieillissement. Et donc, ça devient, du coup, un objet de recherche. À partir de quel âge est-on un senior? Alors, pour le sport? Ça, c'est la grande question. On ne le sait pas. Trop tard, m'a dit Jean-Louis. Voilà, on ne le sait pas. Alors pourquoi on ne le sait pas? Simplement parce que c'est très facile à constater. L'âge chronologique, c'est-à-dire l'âge que l'on a, ce n'est qu'un indicateur très approximatif de l'âge biologique. Il suffit de regarder autour de soi pour s'en convaincre. Vous avez des gens qui ont le même âge et qui ne sont pas du tout dans le même état de forme physique et cognitive. On est dans Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, si vous voulez, de se référer à un âge chronologique pour dire on est un senior, on n'est pas un senior. Moi, ce que je dis, je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est la même chose pour toutes les actions de prévention que l'on fait avec la prévention du cancer du sein, du cancer du côlon, etc. On peut dire que à partir de 50 ans, il faut commencer à se préoccuper encore plus de son corps et de sa santé à travers la pratique de l'activité physique. Ça ne veut pas dire qu'on est un senior. Ça veut dire qu'à partir de 50 ans, il est important, on va dire, d'essayer de compenser ou d'accompagner les changements qui se produisent dans l'organisme par une pratique régulière de l'activité physique. Donc nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de comprendre finalement, disons, comment il faut pratiquer pour être le plus efficace dans cette prévention santé. Et ça, on le fait à travers des programmes de recherche qui sont menés à la Faculté des sciences du sport de Marseille au sein de l'Institut des sciences du mouvement, avec l'aide de différents partenaires. Et je dois dire que la ville de Marseille a été et est toujours un partenaire important pour nous parce qu'elle finance un certain nombre d'études qui portent sur cette thématique-là. Est-ce qu'il y a une moyenne en fait de pratique du sport lorsqu'on est chez senior? Est-ce qu'on doit marcher 10 minutes par jour? Est-ce qu'il y a des règles? Vous voulez avoir
des informations précises. Voilà, savoir s'il y a des règles en fait. Oui. Ce qu'on appelle des règles de vie. Il y a des règles, mais si vous voulez, il faut comprendre que l'activité physique, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une thérapie non médicamenteuse. C'est-à-dire, c'est un peu comme un médicament, sauf que ça n'en est pas un, et ça soigne de manière très distribuée, c'est-à-dire que ça sollicite tous les systèmes fonctionnels de l'organisme, et donc ça soigne à la fois le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système cognitif, intellectuel, le système musculaire, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc si on conçoit l'activité physique comme une sorte de médicament, on peut comprendre aussi qu'on ne va pas utiliser la même activité physique selon le type de population, c'est-à-dire l'âge, ou selon le type de pathologie, et aussi qu'on va avoir ce qu'on appelle les effets dose-réponse, c'est-à-dire qu'en fonction de la quantité de pratique, on ne va pas avoir les mêmes effets. Et toutes les recherches qu'on mène, c'est justement d'essayer de comprendre, disons, quel genre de pratique on peut conseiller à quel genre de personnes, et quels sont les effets dose-réponse les plus efficaces. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, si on suit, en fait, les messages de prévention qui sont classiques, vous avez vu, c'est en gros 3 fois par semaine. Donc ça dépend de quoi, les effets? Ça dépend de l'intensité, de la durée et de la fréquence. D'accord? Donc intensité de l'effort. Ce qu'on peut dire, c'est que si on se balade le nez en l'air, comme quand on fait les boutiques, c'est très peu efficace. Très peu, oui. Mais ça dépend des gens. C'est-à-dire, les gens qui sont complètement sédentaires, le seul fait de se promener, c'est déjà beaucoup. Mais si je suis un peu en forme, donc Sylvie c'est quoi? acquiesce, hein, apparemment. C'est 60-70% de l'intensité maximale. Ça veut dire quoi? C'est 60-70% de une fréquence cardiaque qui est 220 moins l'âge. Pour dire simplement, c'est pas aussi vrai que ça, mais pour avoir un repère. Vous prenez 220, vous enlevez votre âge, vous faites 60% du chiffre que vous trouvez, et vous devez faire un effort qui correspond à cette fréquence cardiaque-là. Alors là, tout le monde va sortir son portable avec la calculatrice pour voir. Ouais. C'est à la louche. Donc ça, c'est pour l'intensité. Si c'est pas suffisamment intense, 60-70%, ça sert à rien. La durée, évidemment, plus c'est intense, moins on peut le faire longtemps. Mais on peut aussi entrecouper. En gros, il faut que ça dure pas moins de 30 minutes d'effort en tout. D'accord? À 60-70%. Ça veut dire qu'on peut marcher 10 minutes, se reposer 5 minutes, repartir, etc. Donc au moins 30 minutes, si possible 40. Et ça dépend de si on veut. Bon. Mais en gros. Et ensuite, la fréquence, c'est minimum 3 fois par semaine. Si c'est une fois de temps en temps, ça ne sert à rien. Bon. Ça, c'est le message global de prévention santé qu'on peut donner. Et si on suit ça, on sait que déjà on est pas mal. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de comprendre, est-ce que, par exemple, si on fait 2 fois par semaine, mais à 80%, est-ce que c'est aussi efficace que 3 fois à 60, etc. Voilà. Et ensuite, les résultats de ces recherches, comme a dit Jean-Louis, on essaye de les diffuser pour que les gens qui sont sur le terrain, qui sont au contact des seniors ou d'autres, puissent utiliser ces connaissances pour définir des bonnes pratiques. Voilà. Avec Je veux juste seniors. dire une chose en plus, parce qu'on parle ici aussi du lien social, c'est que l'avantage de l'activité physique par le sport, parce que c'est pas du sport qu'on fait pour les seniors, on fait de l'activité physique avec éventuellement le vecteur sport. L'intérêt, c'est que évidemment, ça favorise le lien social parce qu'on le fait ensemble, et aussi ça augmente la motivation. C'est pas du tout la même chose de le faire dans un contexte collectif avec des gens et de faire chez soi avec ses haltères ou ses trucs. Voilà. Merci professeur pour cette intervention. Alors je voudrais conclure avec Sylvie Carriga. Marseille, capitale européenne du sport en 2017, hein, c'est le thème que l'on a notamment sur la foire de Marseille. Marseille, donc ville de grands événements. Le sport, vecteur de lien social et de partage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux Marseillaises et Marseillais pour les inciter à nous rejoindre dans ce combat? Alors, avant d'essayer de conclure, je voudrais juste vous citer quand même un exemple de la ville de Marseille en faveur donc, du lien social et de la cohésion sociale au regard des personnes handicapées.
Vous savez que Marseille, en 2009, a été élue capitale tourisme, pas capitale, ville tourisme handicap. Et donc pour ce faire, nous avons aménagé sur les plages du Prado un lieu spécial donc pour que les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès à l'eau. Donc avec un système qui s'appelle Tous à l'eau, et ils sont encadrés pour venir se baigner par un personnel municipal 7 jours sur 7 pendant les mois de juin, juillet, août. Donc vous voyez, Marseille, capitale européenne du sport, écoutez, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est bien entendu de nous soutenir, parce que la ville de Marseille est extraordinaire, et puis nous avons des infrastructures splendides, mais également vous dire que le lien social et la cohésion sociale, c'est un travail que l'on pratique au quotidien. Et donc, avec le maire de Marseille et les adjointes que nous sommes, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et je pense que Catherine ne me dira pas le contraire. J'espère que vous serez tous avec nous en 2017 pour fêter cette belle réussite de capitale européenne du sport. On attend les résultats avec impatience au mois de novembre, et on croise les doigts. Je pense qu'on va gagner, on y croit très fort. Merci. Merci à vous, le sport, vecteur de lien social et de partage. Merci à mesdames les élus. Merci aux grands témoins qui étaient parmi nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous. Merci.